Ce soir sur Ukraine Today, des drones contre les occupants. Les forces de défense ukrainiennes ont détruit un certain nombre d'installations ennemies stratégiquement importantes dans les territoires temporairement occupés. Renforcement de la défense aérienne. Combien de missiles le Royaume-Uni fournira-t-il à l'Ukraine? Et comment le ministère de la Défense allemand va-t-il aider? 38 milliards de dollars d'aide. Que comprend l'un des plus grands paquets de soutien à la défense pour l'Ukraine? Un nouveau scandale autour du CEO. La boutique officielle en ligne des Jeux olympiques a mis en vente des t-shirts liés à la propagande de l'époque nazie. Tout cela et bien plus encore, tout de suite. Bonjour, je suis Volodymyr Robchun et voici Ukraine Today. Merci de vous abonner, d'aimer cette vidéo et commençons. D'abord, de bonnes nouvelles. Les forces ukrainiennes de systèmes sans pilote ont détruit plusieurs installations ennemies stratégiquement importantes dans les territoires ukrainiens temporairement occupés. Parmi les cibles, des dépôts de munitions dans la région de Zaporizhia, une sous-station électrique à Luhansk, un aérodrome militaire en Crimée et un centre de données à Primorsk. Ces frappes ont poursuivi une série d'attaques réussies contre des sites stratégiques russes que nous avons observés cette semaine. Et ce qui est important, c'est que la portée des frappes ukrainiennes s'élargit. Plus d'informations à ce sujet, ainsi que sur la façon dont le Kremlin réagit à ces gifles retentissantes infligées par les forces de défense ukrainiennes dans le reportage. Nous ennuyons. Tout semble stagnant en ce moment. Et nous cherchons un peu d'action excitante. Les forces de défense ukrainiennes ont de nouveau mené une série de frappes réussies contre des cibles militaires appartenant aux forces d'occupation russes. Des bruits forts ont été entendus dans plusieurs quartiers de Volgograd, ainsi que dans le ciel au-dessus de la ville voisine de Volchsky. Les missiles Flamingo ukrainiens ont réussi à atteindre l'un des plus grands dépôts de munitions russes, situé dans une installation du ministère russe de la Défense à Kotluban. Les habitants locaux ont entendu de puissantes explosions, suivies de détonations secondaires, les vitres ont commencé à voler en éclats et les murs des maisons se sont mis à trembler. Pour assurer la sécurité de la population civile face à la menace d'explosion lors de la lutte contre l'incendie, une évacuation des habitants de la localité voisine de Kotluban a été annoncée et est en cours. Des bus ont été préparés et envoyés pour l'évacuation et des centres d'hébergement temporaires ont été mis en place. La capacité prévue de l'arsenal pourrait atteindre jusqu'à 264 000 tonnes de munitions. À Kotluban, il n'y avait pas seulement un arsenal appartenant à la direction principale des missiles et de l'artillerie du ministère russe de la Défense, VUS, mais aussi une unité militaire. À 2h du matin, on nous a réveillés et nous sommes allés dans le bunker. Vers 3h30, des roquettes nous ont frappés. Je ne sais pas si je pourrai reprendre contact après ces messages ou non, mais les chances sont minces. Et mon chargeur est dans la tente, mais les tentes sont fichues. Après la visite du drone, la raffinerie de pétrole Lukoil Volgograd Neftapira Rabotka, située à Volgograd même, a pris feu. La plus grande raffinerie de pétrole du district fédéral sud de la Fédération de Russie. Plus de 15 millions de tonnes de pétrole y sont traitées chaque année. La frappe de missiles sur la région de Volgograd est déjà la deuxième attaque en 2 jours. Avant cela, une frappe avait été menée contre le dépôt pétrolier de Joutovskaya. Il participe à l'approvisionnement en carburant des troupes russes. Il faisait aussi incroyablement chaud et humide dans toute la région de Tambov. Le collège technologique industriel est en feu. La cible de l'attaque sur Michurinsk pourrait avoir été l'usine Progress. L'usine Progress se trouve à environ 150 mètres du collège. Les chaînes russes n'ont montré que le magasin Magnet incendié, sans préciser qu'il se trouve également à côté de cette installation. Absolument. Tout brûle vraiment. Progress est spécialisé dans la fabrication de machines et d'équipements spécialisés pour l'ingénierie aérospatiale et la technologie avancée des fusées, ainsi que pour l'entretien des gazoducs et oléoducs. Dans la République des Komis, il y a eu pas mal d'agitation dans une autre raffinerie de pétrole russe. Les habitants d'Ukhta ont entendu des explosions et vu de la fumée. Ils ont tout de même été touchés par des drones de type aéronef.
Ici, la raffinerie de pétrole Lukoil d'Ukhta était en feu. D'ailleurs, c'est à environ 2000 km de la frontière ukrainienne. Toutes ces installations approvisionnent la machine de guerre du Kremlin en carburant. Belgorod, qui a été abandonné par la direction du Kremlin et à qui on ne donne pas de missiles pour la défense aérienne, a de nouveau subi une frappe de représailles pour les attaques contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. La vie à Belgorod, c'est comme un jeu. Vous avez actuellement l'électricité, mais dans un instant, vous pourriez vous retrouver sans électricité, sans chauffage et sans moyens de communication. Pour l'instant, au moins, il y a encore de l'eau, Dieu merci. Au moins, ils ne l'ont pas enlevée. Plus de 10 missiles ont touché la centrale thermique de Luch ainsi que les sous-stations de Frunzenskaya, Belgorodskaya et Donetsk. Menace de missiles. La porte est ouverte, la porte est ouverte. Ça explose. Waouh, c'est une explosion très forte. À nouveau, la ville est privée de courant et de chauffage, mais les habitants reçoivent toujours des factures aux sommes exorbitantes. Ce montant est 2 fois supérieur à la facture de janvier. Et pourtant, le gouverneur Gladkov avait promis qu'il n'y aurait pas de facturation pour des services non fournis. Aucune des facturations pour des services non fournis ne sera annulée. Tous les montants déjà payés seront remboursés et nous veillerons à suivre tout ce processus avec. Belgorod a été trahi. La Russie a perdu d'importantes compagnies pétrolières et gazières, des usines de l'industrie de la défense et des arsenaux militaires. Mais les autorités du Kremlin veulent encore poursuivre cette guerre sanglante. Au cours des dernières 24 heures, la Russie a perdu au moins 800 occupants, tués et blessés. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, cela fait 1 250 950 envahisseurs. Au cours des dernières 24 heures seulement, les forces de défense ukrainiennes ont détruit 5 chars russes, 3 véhicules de combat blindés, 41 systèmes d'artillerie et des dizaines d'autres équipements militaires ennemis. De plus, les forces ukrainiennes ont intercepté pour la première fois le tout nouveau drone russe doté d'intelligence artificielle appelé Klin, qui signifie coin. Le rapport contient plus de détails sur la situation sur le champ de bataille. Regardez, quelque chose vient d'exploser, les gars. Nouvelle série de bombardements des forces armées ukrainiennes. À plus de 2000 km de l'Ukraine, la raffinerie de pétrole Lukoil Ukhta a été attaquée. Des drones ont également attaqué les régions de Tambov et de Volgograd. Dans la région de Tambov, il y a eu du bruit à Michurinsk. On y trouve une usine de fabrication d'avions et de missiles, Progress. La cible probable dans la région de Volgograd était un dépôt de munitions d'artillerie près du village de Kotluban. Les drones des forces de défense ukrainiennes frappent des cibles militaires légitimes sur le territoire du pays occupant. En particulier, dans la nuit du 12 février, les drones des forces de défense ukrainiennes ont frappé l'arsenal de la direction principale de l'artillerie de l'armée du pays occupant, près du village de Kotluban, dans la région de Volgograd. La cible des Flamands ukrainiens est la Crimée temporairement occupée. L'Ukraine continue d'augmenter la production d'un missile de croisière à longue portée capable de parcourir jusqu'à 3000 km et d'atteindre même la Sibérie. Il s'agit des bases du poste de commandement aéroporté de la Fédération de Russie, des aérodromes de Saki et de Jankoï. De plus, les cibles militaires légitimes pour la partie ukrainienne sur le territoire de la Crimée occupée incluent également des installations logistiques. Cela comprend le pont de Crimée et, en conséquence, les infrastructures énergétiques et les installations de ravitaillement en carburant. Elles deviendront inévitablement des cibles stratégiques de haute priorité pour les forces armées du côté ukrainien lors de frappes de précision contre les territoires temporairement occupés de la péninsule ukrainienne souveraine. En janvier, les pertes des forces d'occupation russes sur le champ de bataille en Ukraine ont dépassé la capacité du Kremlin à reconstituer son personnel de 9000 personnes, rapporte Bloomberg, citant des responsables occidentaux. Depuis le début de la journée du mercredi 11 février, il y a eu 112 affrontements sur le front, selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes. Les Russes sont les plus actifs dans les directions de Pokrovsk et Yuliaïpol. Actuellement, dans la direction de Pokrovsk, les occupants tentent d'avancer davantage. Directement vers Pokrovsk même, l'ennemi utilise la tactique de l'infiltration de petits groupes d'assaut avec le soutien de systèmes sans pilote. Des combattants de la 118e brigade mécanisée indépendante ont utilisé des drones intercepteurs pour détruire un drone ennemi rare, le Klin,
qui est équipé d'intelligence artificielle. Cela ne fait que 4 mois que cet appareil a été introduit sur le front, mais les défenseurs ukrainiens ont déjà trouvé des moyens de le neutraliser. Les Ukrainiens se battent pour la liberté. Soutenez le journalisme ukrainien indépendant afin que nous puissions continuer à dire la vérité sur la guerre menée par la Russie. Cliquez sur le lien dans la description pour devenir notre sponsor. Et c'est exactement le bon moment pour vous abonner, aimer cette vidéo et la partager. S'il vous plaît, faites-le. Merci et gloire à l'Ukraine. Les occupants ont mené une attaque massive contre les infrastructures portuaires et ferroviaires de l'Ukraine. Dans la région d'Odessa, une personne a été tuée après qu'un drone russe a frappé une installation portuaire. 6 autres personnes ont été blessées. Des entrepôts d'engrais et des infrastructures de transport ont été endommagés. De plus, des drones ennemis ont frappé des infrastructures ferroviaires dans la région de Dnipropetrovsk. Heureusement, aucune victime n'a été signalée là-bas. L'Ukraine continue d'améliorer son système de défense aérienne afin de mieux protéger le pays contre les attaques aériennes ennemies. Cela inclut la création d'un soi-disant dôme anti-drone et la réorganisation du travail des unités de défense aérienne. Tous les détails dans le reportage. Le 10 février, Internet a été en effervescence avec cette nouvelle. L'Ukraine aura son propre dôme de fer. The Atlantic rapporte que l'Ukraine a développé une arme laser contre les drones. Le système Sunray est une arme laser prototype capable d'abattre silencieusement des drones à distance. Le système Sunray ressemble visuellement à un télescope amateur équipé de caméras et peut être installé sur le toit d'un simple pick-up. L'arme fonctionne silencieusement et n'émet aucune lumière visible. Lors de la démonstration, le laser a enflammé le drone en quelques secondes, après quoi il est tombé au sol. Le système est sans aucun doute prometteur, mais alors que le développement du laser se poursuit, la défense aérienne ukrainienne tire le meilleur parti des armes actuellement disponibles. Merci. Même aujourd'hui, l'armée de l'air rapporte qu'en cas de raid massif, plus de 90% de tous les types de drones russes sont détruits. Shaheds, Gerents, masses métalliques et toutes sortes d'autres déchets Molnias. L'une des armes qui garantit un tel niveau d'efficacité est le drone intercepteur, également appelé drone anti-aérien. En un seul mois, les drones intercepteurs de l'unité Alpha ont détruit plus de 300 drones russes Molnia, et leur utilisation est portée à son maximum. Les analystes affirment que l'objectif est d'augmenter le nombre de cibles de type UAV interceptées à 80 voire 90% de toutes les cibles détruites. Et cela s'explique par le fait que les drones intercepteurs sont une arme extrêmement efficace, non seulement pour abattre des cibles, mais aussi en termes de coût par interception. Mais dans la lutte contre les drones, il existe une autre solution, le dôme anti-drone. Selon le ministre ukrainien de la Défense, son objectif principal est d'éliminer la menace alors qu'elle est encore en approche. Et pour cela, l'Ukraine doit améliorer son système de détection des cibles aériennes, ce sur quoi nous travaillons justement. Au cours de l'été dernier, nos forces armées nationales ont réussi à acquérir un nombre assez important, en fait certainement plusieurs centaines, de capteurs de surveillance avancés. Ces unités spécialisées sont des stations sophistiquées qui sont soit solidement montées sur des remorques mobiles, soit configurées autrement. Et elles combinent parfaitement un radar haute résolution, un système optoélectronique complexe et un système de suivi infrarouge de haute précision afin d'assurer une connaissance totale de la situation. Ainsi, ces stations de surveillance avancées, par exemple, sont tout à fait capables de détecter un signal radar hostile et de transmettre instantanément ces données cruciales au groupe d'intervention mobile le plus proche, de sorte qu'ils puissent utiliser efficacement et précisément leurs armes contre cette menace. Et ce processus se poursuit, c'est pourquoi de nouveaux modèles apparaissent constamment dans l'arsenal de l'Ukraine, comme le complexe radar Lanza LTR-25 que l'Espagne fournit à l'Ukraine. Ce système est capable de détecter des cibles à longue distance et de suivre des objets difficilement détectables, tels que les Shahed et les missiles volant à basse altitude. Mais revenons au dôme anti-drone. Selon les experts, il neutralise la menace des drones et la Russie abandonnera bientôt la tactique des essaims de drones. Je crois vraiment qu'une fois que le dôme anti-drone sera complètement et pleinement opérationnel, quelles que soient les conditions météorologiques, le taux d'abattage sera en effet si exceptionnellement élevé qu'il ne sera plus économiquement rentable pour les Russes de poursuivre ce type précis de pratique militaire. Bien sûr, ils n'y renonceront pas immédiatement, mais puisqu'ils n'augmentent pas la production de drones, il est clair qu'ils font face à une situation de crise. Ils ne savent pas s'il vaut la peine de continuer avec cette technologie ou non.
C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il ne vaut pas la peine de l'étendre davantage parce que cela coûte déjà trop cher. Eh bien, si sur 100 drones lancés, 95 sont abattus, ou bien 93, 92 sont abattus. Cependant, pour améliorer la défense aérienne, il ne suffit pas de la renforcer avec plus d'armement. Il faut aussi changer sa manière de fonctionner. Et cela, c'est quelque chose qui est bien compris en Ukraine. C'est pourquoi le président Zelensky a déjà annoncé une restructuration du mode de fonctionnement des équipes de défense aérienne. Par endroits, le fonctionnement des équipes est presque totalement réorganisé. Intercepteurs, groupes de tir mobiles et toute la défense aérienne à courte portée. Les détails ne sont pas encore divulgués, mais un aspect possible est l'implication active des unités des forces terrestres ukrainiennes dans les opérations de défense aérienne. Et il existe déjà des exemples de cette pratique. Dans la nuit du 3 février, lors d'une attaque massive russe, les unités de défense aérienne du 3e corps d'armée ont abattu 33 drones russes qui se dirigeaient pour attaquer des villes ukrainiennes paisibles. C'est le système de défense en couches en action, déployé par le corps, les brigades et les unités pour protéger nos troupes en première ligne. En même temps, les combattants du 3e corps tiennent la première ligne de défense aérienne du pays et détruisent les drones que la Russie envoie pour frapper partout en Ukraine. Aujourd'hui, la défense aérienne des forces terrestres constitue le premier échelon de protection du ciel ukrainien. Cet échelon comprend des systèmes de missiles anti-aériens à courte portée, des équipes mobiles de tir, des équipages d'interception et de l'artillerie anti-aérienne. La principale caractéristique, en fait, c'est que nous disposons simplement d'armes de frappe de petit calibre et, en conséquence, d'une petite zone d'engagement pour les cibles contre lesquelles nous pouvons agir. Mais cela nous procure aussi certains avantages. Nos équipages et nos unités sont très agiles et exceptionnellement mobiles. Ils utilisent des radars avancés au niveau tactique. Ainsi, nous nous efforçons en permanence d'intercepter et de détruire le plus grand nombre possible d'aéronefs ennemis hostiles qui entrent dans notre zone de responsabilité spécifique. Si ce processus est étendu et qu'une coordination entre les différentes branches de l'armée est établie, la défense aérienne ukrainienne deviendra bien plus efficace. Tout sera unifié. Cela signifie que la destruction des drones commencera dès la ligne de contact et il y aura une coopération, c'est-à-dire une interaction entre toutes les branches des forces armées, entre les forces terrestres, l'aviation, la défense aérienne, la défense locale et les forces de défense territoriale. C'est-à-dire, l'objectif principal et fondamental est de créer un système automatisé complet, interarmées et multiservices, qui gérera, avec une rapidité exceptionnelle et une fiabilité inébranlable, presque en temps réel, le processus complexe de désignation et d'attribution des cibles. Selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, le processus a déjà commencé et la redistribution des fonctions est en cours. Il est prévu de redistribuer les fonctions entre la défense aérienne, les forces de missiles et une nouvelle branche de l'armée qui sera chargée de la protection des installations importantes. Tout cela signifie que l'Ukraine construit non seulement une défense, mais un système à plusieurs couches qui rend notre ciel de plus en plus inaccessible à l'ennemi. Pendant ce temps, le Royaume-Uni prévoit de fournir à l'Ukraine 1000 missiles légers polyvalents supplémentaires pour renforcer la défense aérienne. Le ministère de la Défense du pays l'a confirmé. L'Allemagne va également aider, mais à une échelle plus réduite. Le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a annoncé que Berlin fournirait 5 intercepteurs de missiles balistiques pour les systèmes Patriot. Et pour cela, nous sommes reconnaissants. Mais entre l'Ukraine et l'Allemagne, il existe une autre coopération, bien plus productive. Le président Volodymyr Zelensky a révélé les détails de la première entreprise germano-ukrainienne conjointe qui produit déjà des drones pour l'armée ukrainienne. L'armée ? On s'attend à ce que 10 000 drones soient livrés aux forces de défense ukrainiennes cette année. 38 milliards de dollars pour 2026. Les participants au format Rammstein se sont mis d'accord sur l'un des plus grands paquets de soutien à la défense pour l'Ukraine. Les fonds serviront à la production de drones ukrainiens, à l'acquisition d'armes et d'équipements occidentaux, à la formation militaire et au renforcement de la défense aérienne. Puisque nous parlons déjà d'argent, comptons-le en Russie. Là-bas, la situation n'est pas bonne. Il semble que les autorités aient décidé de faire porter l'intégralité du fardeau des dépenses de guerre sur les petites et moyennes entreprises.
Plus d'informations sur la façon dont les Russes ordinaires ressentent les conséquences des décisions du Kremlin dans le reportage. La guerre consume le budget russe. Il n'y a tout simplement pas d'argent. Alors on trouvera l'argent et ensuite on construira ce stade. Tenez bon. Meilleurs vœux de bonne humeur et de bonne santé. Les caisses sont vides et l'État bandit prévoit une taxe de 22% sur absolument tous les produits étrangers achetés par les résidents russes. Le ministère de l'Industrie et du Commerce étudie différentes options pour instaurer des conditions plus équitables pour les vendeurs russes et étrangers. Le ministère soutient l'introduction d'une TVA complète de 22% sur les produits étrangers à partir du 1er janvier 2027. En d'autres termes, tous ces produits chinois bon marché tant appréciés par des millions de Russes, des voitures aux coques de téléphone, leur prix va soudainement augmenter d'un quart. Que peut-on acheter en Chine pour 1800 roubles? Spoiler, beaucoup de choses. Autre spoiler, bientôt il ne sera plus possible de faire des critiques comme celle-ci. Si le Kremlin met réellement son plan à exécution, les nouveaux impôts toucheront le portefeuille de dizaines de millions de personnes. Même les partisans Z les plus fervents et loyaux se plaignent déjà de cette charge fiscale. Malheureusement, et je dis bien malheureusement, les entreprises ferment massivement en Russie. C'est terrifiant. Derrière chaque fermeture d'entreprise, il y a une tragédie. Le gouvernement se rend bien compte à quel point cette décision sera impopulaire, mais la guerre impose ses propres règles. Le budget de la Russie s'effondre. La Russie est un pays très étatisé, avec une part énorme du secteur public, et un nombre massif de personnes perçoivent leurs revenus de l'État. Et lorsque tout le système financier de l'État commence à s'effondrer, cela menace les salaires, les contrats publics et déclenche un effondrement économique. Au lieu de soutenir les Russes, le Kremlin parie sur la terreur contre les Ukrainiens. Les entreprises et les consommateurs moscovites devront endurer. La priorité est de couper l'électricité et le chauffage aux habitants de Kiev. Dans la nuit du 3 février, les forces russes ont lancé une frappe aérienne combinée massive contre l'infrastructure énergétique ukrainienne, utilisant un total de 562 armes d'attaque aérienne. Le coût total des armes utilisées s'élevait à 324,8 millions de dollars américains. Avec cette somme, la région autonome juive de Russie, qui compte environ 144 000 habitants, ou la ville de Kalouga, qui compte plus de 320 000 habitants, auraient pu être soutenues pendant une année entière. En 2025, plus de 10% du PIB total de la Russie ont été engloutis dans le brasier de la guerre avec l'Ukraine. L'économie russe a connu une chute vertigineuse et incontrôlable. La seule chose qui monte en flèche, ce sont les taux d'inflation. Ce que j'ai arrêté en 2026, ce sont mes dépenses inutiles. D'abord, j'ai quitté mon entreprise. J'ai supporté quand j'ai vu le prix des tomates augmenter. J'ai supporté quand j'ai réalisé que le poulet coûtait 600 roubles le kilo, ce qui est aussi complètement déraisonnable. Mais les concombres, ce n'est pas normal de vendre 1 kilo de concombres au prix d'un demi-kilo de poulet haché. Je travaille comme caissière à Piaterochka et je vais vous dire 3 choses auxquelles j'ai renoncé en 2026. Bien sûr, j'ai renoncé au métro, c'est pourquoi j'ai trouvé un emploi chez Piaterochka. Peu de temps avant cela, Poutine et sa bande ont décidé de soutirer 1 trillion de roubles supplémentaires aux Russes en augmentant la TVA pour les producteurs nationaux. À la fin de l'année, les entreprises suppliaient le dictateur de leur accorder sa clémence. Peut-être que tu m'offriras quelque chose. Tu m'enverras quelque chose? Avec plaisir. Peut-être quelque chose de vraiment délicieux, ça t'irait? Avec plaisir. Et pour ma part, je tiens à vous assurer que je travaillerai en étroite collaboration avec le gouvernement afin d'apporter un soutien complet à votre entreprise en particulier, ainsi qu'à de nombreuses autres entreprises similaires dans toute la région. Mais ni la boulangerie Machenka, ni aucun autre entrepreneur russe n'ont jamais reçu d'aide du dictateur. Une opération économique spéciale a commencé en Russie. Les autorités augmentent les impôts et poussent progressivement les Russes hors des petites entreprises. Les magasins ont fermé. Je marche lentement le long de la perspective Nevsky et je vois que le café est fermé. L'épicerie est aussi fermée, complètement fermée. Même le magasin de vêtements est fermé, complètement barricadé. Il y a un panneau à louer. Tout ici est fermé. À louer. Fermé. La guerre avec l'Ukraine est un trou noir dans le budget russe. Poutine ne peut compenser la perte de revenus due aux sanctions sur le pétrole qu'avec le seul argent qui lui reste, l'argent dans les poches des Russes. Plus l'Empire s'approche de l'effondrement financier, plus ses impôts augmentent. Et enfin, un nouveau scandale autour du Comité international olympique et de la boutique officielle en ligne des Jeux olympiques. Des t-shirts arborant le design des Jeux olympiques de Berlin 1936 ont été mis en vente.
Les mêmes jeux qui ont été utilisés par les nazis à des fins de propagande. L'Allemagne a immédiatement fait appel au CEO, exigeant l'arrêt de la vente. Le comité a répondu que le design fait référence à l'héritage olympique et rappelle les Jeux de Berlin, où 4 483 athlètes de 49 pays ont concouru. Mais étrangement, pas un mot sur le contexte historique. Peut-être est-ce à cela que ressemble la soi-disant neutralité du CIO, une perception sélective de la réalité. Que le tricolore russe soit acceptable, mais que les photos d'athlètes ukrainiens tués par la guerre menée par la Russie soient considérées comme un message politique et une violation de la loi, des règles. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de regarder, merci pour votre soutien. Force aux défenseurs de l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Aimez, abonnez-vous, commentez, partagez et à la prochaine fois.